Irma Grese avait 22 ans lorsqu'elle a été exécutée pour crime de guerre. Il avait envoyé des femmes dans les chambres à gaz, torturé des prisonniers avec des fouets, des humiliations et des attaques de chiens, et maintenu l'ordre dans les camps du Troisième Reich par la peur et la violence. Elle était gardienne à Ravensbrück, Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle a participé aux sélections aux côtés de Joseph Mengele, supervisé 30 000 détenus et appliqué des punitions destinées à détruire toute dignité restante. Elle n'était pas une psychopathe isolée. C'était une jeune femme ordinaire, formée depuis l'adolescence à l'idéologie nazie, qui est devenue un symbole du sadisme institutionnalisé. Sa beauté était déconcertante, sa cruauté terrifiante et son pouvoir absolu jusqu'à la fin. Comment un adolescent timide est-il devenu l'un des bourreaux les plus redoutés du Troisième Reich? Fille du Reich, naissance d'un monstre. Dans la petite ville de Wrechen, en Allemagne, Irma Ida Ilse Grese est née le 7 octobre 1923, dans une famille ouvrière de 5 enfants. Son père, Alfred, était un laitier conservateur, tandis que sa mère, Bertha, était une employée de maison. Son enfance se déroule dans un milieu rural, loin des troubles politiques qui secouent les grandes villes allemandes. Sa sœur Hélène la décrirait comme une enfant calme et inhabituellement réservée, qui, face au conflit, choisissait la fuite plutôt que la confrontation. Le premier tournant de sa vie se produit en 1936. À seulement 13 ans, Irma est confrontée à un traumatisme qui marquera son développement. Sa mère se suicide en ingérant de l'acide chlorhydrique après avoir découvert l'infidélité de son mari avec la fille du tavernier local. La structure familiale s'est effondrée au moment même où l'Allemagne était déjà tombée sous le règne absolu du national-socialisme. Les écoles étaient devenues des centres d'endoctrinement où chaque matière servait à inculquer l'idéologie nazie. Le portrait d'Hitler dominait toutes les salles de classe et les jeunes absorbaient quotidiennement le message de la supériorité aryenne et du rejet des éléments inférieurs de la société. À 14 ans, avec de mauvais résultats scolaires et sous la pression des besoins financiers de sa famille, Irma a abandonné l'école. Elle a travaillé brièvement comme aide dans une ferme locale, puis comme vendeuse dans un magasin à Luptin. Elle avait cependant trouvé un espace où elle se sentait valorisée. La Ligue des filles allemandes, Bund Deutscher Mädel. Malgré l'opposition catégorique de son père qui rejetait le régime nazi, Irma commença à assister secrètement aux réunions du BDM. Dans cette organisation, le jeune orphelin a trouvé une structure, un but et un sentiment d'appartenance. Ses traits physiques, cheveux blonds, yeux bleus, teint clair, étaient célébrés comme l'idéal de la beauté aryenne, recevant des éloges et de l'attention pour la première fois de sa vie. La Ligue des jeunes filles allemandes fonctionnait comme l'équivalent féminin des jeunesses hitlériennes, accueillant des filles et des adolescentes âgées de 10 à 18 ans. Sous le couvert d'un groupe de jeunesse conventionnel, elle façonnait les futures mères du Reich selon les principes nazis. Les activités comprenaient du sport et du camping, mais aussi un endoctrinement intensif, des cours sur l'hygiène raciale, la biologie nationale-socialiste et la loyauté inconditionnelle au Führer. Pour Irma, dont la personnalité s'est formée dans un environnement où le vide émotionnel se mêlait à la propagande omniprésente, le BDM a offert des réponses à tous ses doutes existentiels. L'insécurité de l'adolescence trouvait un soulagement dans les certitudes absolues du nazisme. Sa timidité s'est transformée en fierté raciale. Leur sentiment d'abandon était atténué par leur appartenance à une communauté populaire, Volksgemeinschaft. Désobéir à son père pour assister aux réunions a marqué la première étape de sa radicalisation. Irma rompt progressivement avec les valeurs traditionnelles de son pays d'origine et embrasse la nouvelle morale nationale-socialiste où la loyauté envers l'État prime sur les liens familiaux. En 1939, à l'âge de 16 ans, elle postule pour devenir apprentie infirmière au sanatorium de Hohenlycken, où sont soignés les officiers et soldats SS blessés. C'est là qu'il rencontre le docteur Karl Gebhardt, médecin personnel d'Heinrich Himmler et futur criminel de guerre. Bien qu'elle n'ait pas été acceptée comme infirmière professionnelle en raison d'une préparation académique insuffisante, ce premier contact avec le monde de la SS lui a ouvert de nouvelles perspectives. Après cette tentative infructueuse, Irma a travaillé brièvement dans une ferme laitière à Fürstenberg. Grâce à des contacts établis à Hohenlychen, il a appris la possibilité de suivre une formation de gardien dans le système des camps de concentration.
C'était un travail qui promettait un uniforme, de l'autorité, un logement et la possibilité de contribuer directement au nettoyage racial de l'Allemagne. En juillet 1942, à seulement 18 ans, Irma Gress entre au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück en tant qu'aspirante Aufseherin, surveillante. Le voyage de la jeune fille timide à la fervente adepte du Troisième Reich était terminé. La graine du mal avait été semée dans un terrain fertile, une adolescente émotionnellement vulnérable, éduquée dans des écoles nazifiées, éloignée de l'influence modératrice de sa famille et constamment exposée à la glorification de la violence comme méthode de purification. Ravensbrück, le rituel du sang qui forge les bourreaux. Au milieu des forêts luxuriantes du Mecklembourg, à environ 90 km au nord de Berlin, se trouvait Ravensbrück, le seul camp de concentration conçu spécifiquement pour les femmes dans le système nazi. Ouvert en mai 1939, ce qui était au départ un centre destiné à détenir des opposantes politiques, s'est rapidement transformé en un centre de terreur qui allait héberger plus de 130 000 femmes venues de toute l'Europe. À son arrivée en juillet 1942, Grese fut affecté au programme de formation des Aufseherinnen, gardiens. Les candidats vivaient dans des baraquements séparés du reste du camp et suivaient un programme intensif conçu non seulement pour leur enseigner des procédures, mais pour transformer leur mentalité. La formation a commencé par un processus de dépersonnalisation. Les candidats se voyaient attribuer des numéros, étaient soumis à une discipline militaire stricte, et on leur inculquait l'idée fondamentale du système concentrationnaire. Les prisonniers n'étaient pas des êtres humains, mais des ennemis du Reich. Cette déshumanisation systématique a été la première étape de la transformation des jeunes femmes allemandes en instruments de terreur d'État. La formation était dirigée par Dorothea Binz, la responsable en chef de Ravensbrück et l'une des figures les plus redoutées du camp. Binz a donné des leçons pratiques sur la brutalité. Il a enseigné aux nouvelles recrues comment administrer les punitions, comment maintenir une distance émotionnelle avec les prisonniers et comment affirmer son autorité par la violence. Sa méthode d'enseignement était simple. Il récompensait la cruauté et punissait toute démonstration d'empathie. Au cours de l'un de ses premiers jours, Gressé a commis une erreur impardonnable selon les normes de l'établissement. Elle s'est excusée auprès d'une prisonnière après l'avoir accidentellement heurtée dans la cour d'entraînement. La réaction de Binz fut immédiate et sévère. Devant ses camarades de classe, Irma a été sévèrement réprimandée et forcée de rester debout pendant des heures sous la pluie. Le message était gravé. À Ravensbrück, la compassion était une faiblesse. La leçon m'a profondément marqué. À partir de ce moment, Grese s'efforça de démontrer sa ténacité. Il observait Binz méticuleusement, étudiant ses gestes, sa façon de marcher parmi les prisonniers, son regard glacial. Il a commencé à imiter son comportement. L'admiration qu'elle développait pour ce mentor sadique était évidente pour ceux qui les voyaient ensemble. Une dynamique d'apprentissage s'est établie entre les deux, où Binz représentait le modèle et Grese, l'étudiant exceptionnel. La formation formelle ne durait que quelques semaines, mais la véritable formation se déroulait dans la pratique quotidienne. Les gardes en formation accompagnaient les vétérans dans leur patrouille, observant comment ils géraient différentes situations. Ils ont appris à réprimer tout acte de solidarité entre prisonniers. L'objectif était de maintenir la population carcérale dans un état permanent de peur et d'impuissance. Après avoir terminé la période initiale, Irma a reçu son premier instrument de pouvoir, un court fouet en cuir tressé. Cet outil, plus symbolique que pratique, représentait son autorité à punir. Au début, il l'utilisa avec une certaine hésitation, mais développa bientôt son propre style. Il battait les prisonniers pour des infractions mineures, un regard soutenu, un pas hors de la ligne, un moment de repos non autorisé. Chaque coup renforçait sa position hiérarchique et faisait taire toute conscience morale restante. L'environnement rural a servi de catalyseur à cette transformation. Ravensbrück fonctionnait sous un régime de terreur calculé où la faim, le froid, la maladie et le travail épuisant affaiblissaient les détenus. Les gardes étaient quotidiennement témoins de souffrance, de dégradation et de mort. Cette exposition constante à la douleur des autres produisait un effet anesthésiant. L'aberrant a été normalisé. Au-delà de ses fonctions officielles, Ravensbrück a favorisé une culture institutionnelle où les gardiens rivalisaient d'efficacité et de ténacité. Des punitions collectives
furent organisées auxquelles chacun était tenu de participer, depuis les formations prolongées sous la pluie jusqu'au coup systématique des prisonniers désignés comme exemples. Le refus de participer pourrait être interprété comme un manque d'engagement idéologique. L'endoctrinement continuait même pendant les temps libres. Les gardes assistaient à des conférences idéologiques, à des projections de films de propagande et à des célébrations festives. Ils étaient encouragés à nouer des relations avec des officiers SS, créant ainsi un réseau de loyauté personnelle qui renforçait leur adhésion au système. Parmi ces tâches à Ravensbrück figurait la supervision des équipes de travail, des groupes de prisonniers assignés à des tâches spécifiques à l'intérieur et à l'extérieur du camp. Grèze surveillait les femmes travaillant dans les ateliers textiles qui produisaient des uniformes pour l'armée allemande. Les conditions étaient inhumaines, des journées de 12 heures, aucune pause et des quotas de production impossibles à respecter. Son rôle était de maintenir le rythme de travail par une intimidation constante. Elle a également appris à manier des chiens de garde, des bergers allemands dressés pour attaquer les prisonniers qui tentaient de s'échapper. Les exercices comprenaient la libération des animaux contre des cibles désignées, généralement des détenus punis pour des délits mineurs. Cette compétence, qu'il perfectionnera plus tard à Auschwitz, consolidera sa réputation de personnage redouté. Le point culminant de sa formation à Ravensbrück fut lorsqu'elle fut chargée d'assister à une exécution au mur du camp. 2 prisonniers polonais avaient tenté de s'échapper et avaient été repris. Dans le cadre de sa formation avancée, Grèze a dû observer l'intégralité de la procédure. Il n'a pas détourné le regard lorsque les coups de feu ont retenti. Il n'a montré aucune réaction face aux corps effondrés. Il a simplement pris des notes pour son rapport. Ce vide émotionnel a marqué un avant et un après. À la fin de 1942, 6 mois seulement après son arrivée, Irma avait achevé sa transformation de base. Son efficacité, son sang-froid et sa volonté d'obéir à tout ordre la distinguaient parmi ses collègues. Lorsque les autorités SS ont demandé des gardes féminines expérimentées pour renforcer le personnel du complexe d'Auschwitz-Birkenau, son nom est apparu sur la liste des candidates recommandées. Avant de partir pour la Pologne, Grèze a fait une dernière visite à sa maison familiale. Elle est arrivée vêtue de son uniforme noir, l'emblème SS sur son col, une déclaration silencieuse de sa nouvelle identité. Son père, la voyant devenir une représentante du régime qu'il méprisait, la gifla et lui ordonna de ne jamais revenir. Ce fut la rupture définitive avec sa vie antérieure. En mars 1943, à l'âge de 19 ans, Irma Grèze est transférée à Auschwitz-Birkenau, l'épicentre du génocide juif. Ravensbrück avait rempli sa fonction, la transformer d'une civile en une bourreau. La reine de l'enfer, Auschwitz sous son fouet. En mars 1943, sous un ciel de plomb en Pologne occupée, Irma Grèze descend du train à la gare d'Auschwitz. À 19 ans, cette jeune femme arrive dans le plus grand centre d'extermination jamais construit. Le complexe d'Auschwitz-Birkenau, avec ses clôtures électriques, ses miradors et ses cheminées fumantes jour et nuit, représentait l'industrialisation parfaite du génocide. Le contraste entre son apparence angélique et la brutalité dont elle allait bientôt faire preuve dans ce décor macabre lui vaudrait des surnoms qui la hantraient jusqu'à sa tombe. La belle bête, l'ange blond de la mort, la hyène d'Auschwitz. Aucun autre gardien du système concentrationnaire nazi n'atteindrait une telle notoriété ni ne laisserait une marque aussi profonde dans la mémoire des survivants. À son arrivée, elle est d'abord affectée au camp de femmes de Birkenau, Auschwitz II, un secteur en constante expansion en raison des déportations massives de Juifs de toute l'Europe. Ses premières tâches furent relativement mineures, superviser les équipes de travail, contrôler la correspondance et surveiller les livraisons de nourriture. Cependant, son dévouement et sa préparation préalable ont rapidement attiré l'attention de ses supérieurs. En mai 1944, coïncidant avec le début de la déportation massive des Juifs hongrois, Irma fut promue au grade d'Oberaufseherin, superviseur principal. Malgré son jeune âge, elle devient responsable du camp de femmes de Birkenau C, supervisant d'autres gardes et exerçant un contrôle direct sur environ 30 000 prisonnières. Le pouvoir que lui conférait cette nomination était pratiquement absolu. La vie et la mort dépendaient de ses décisions, de ses gestes, de ses caprices. Leur participation au processus d'extermination a pris de multiples formes. Le plus direct était leur présence dans les sélections.
Lorsque les trains remplis de déportés arrivaient à la rampe de Birkenau, Grese faisait partie du comité d'accueil. Avec le tristement célèbre Dr Joseph Mengele et d'autres fonctionnaires, il a déterminé qui serait envoyé directement dans les chambres à gaz et qui entrerait dans le camp comme esclave. Un léger geste de son fouet décidait des destins. À gauche, mort immédiate, à droite, une agonie prolongée. Le témoignage d'Olga Lengyel, médecin juive hongroise survivante d'Auschwitz, raconte comment Grese sélectionnait spécifiquement de jeunes femmes attirantes à éliminer, poussées par une jalousie pathologique. Il suffisait qu'une prisonnière ait un beau visage ou un corps bien formé pour qu'Irma la désigne pour la chambre à gaz, écrit Lengyel dans ses mémoires. Cette combinaison de sadisme et d'envie reflète la psychologie complexe qui opérait sous le système déshumanisant nazi. Dans la vie quotidienne du camp, Grese a instauré un régime de terreur constante. Les formations d'appel sous sa supervision étaient particulièrement redoutées. Elles forçaient les femmes malades et affaiblies à rester immobiles pendant des heures sous le soleil brûlant ou la neige. Quiconque s'évanouissait recevait des coups. Quiconque essayait d'aider un compagnon tombé au combat était puni avec une sévérité égale ou supérieure. L'objectif était clair, détruire tout vestige de solidarité entre les prisonniers. Les témoignages sur leurs méthodes de torture sont effrayants par leur créativité perverse. L'une de ses techniques préférées consistait à ordonner aux prisonniers de tenir de lourdes pierres à bout de bras pendant des heures. Lorsque leurs bras finissaient par lâcher d'épuisement, Grese les battait pour désobéissance. Une autre pratique courante consistait à forcer les femmes à s'agenouiller sur du gravier tranchant tout en récitant des slogans nazis. Les chiens sous son contrôle sont devenus des extensions de sa cruauté. Lors d'une marche de prisonniers vers les chantiers extérieurs, Grese roulait à vélo aux côtés de la colonne, avec ses bergers allemands courant à ses côtés. Lorsqu'une femme était en retard à cause de la fatigue, elle ordonnait aux animaux d'attaquer. Des témoins ont décrit comment il regardait ces attaques avec une excitation visible. Ses yeux brillaient et sa respiration était rapide, ont-ils témoigné plus tard devant le tribunal. Un autre aspect troublant de son comportement à Auschwitz était sa fascination pour les expériences médicales. Il entretenait une relation étroite avec Joseph Mengele, qui l'accompagnait fréquemment lors de ses visites au bloc médical. Selon les témoignages du personnel médical emprisonné, Grese a observé des interventions chirurgicales réalisées sans anesthésie et a montré un intérêt particulier pour les expériences gynécologiques qui laissaient les victimes stériles ou gravement mutilées. Le docteur Gisela Perl, gynécologue juive contrainte de soigner Mengele, a dressé l'un des portraits les plus troublants de Grese. C'était l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Son corps était parfait, son visage angélique, ses yeux bleus d'une innocence irréprochable. Et pourtant, Irma Grese était la perverse la plus dépravée, la plus cruelle et la plus imaginative que j'ai jamais rencontrée. Cette dualité entre l'apparence et l'intérieur en faisait un symbole du mal banalisé. La dimension sexuelle de son sadisme était un autre élément récurrent dans les témoignages. Plusieurs survivants ont raconté comment Grese ciblait de jeunes prisonnières pour les agresser sexuellement. Il a établi des relations de pouvoir dans lesquelles les élus recevaient temporairement un meilleur traitement en échange de leur soumission à ses souhaits. Lorsqu'il en avait assez d'eux, il les envoyait souvent aux sélections des chambres à gaz. Parallèlement, il entretient des relations avec plusieurs officiers SS, dont l'ingénieur Fritz Hössler. On l'a vu marcher bras dessus, bras dessous avec lui à travers la campagne, se comportant comme un couple normal au milieu de l'enfer. Cette capacité à compartimenter, agir normalement dans certaines sphères tout en commettant des atrocités dans d'autres, est caractéristique des auteurs de l'Holocauste. En 1944, au plus fort de l'extermination des Juifs hongrois, Auschwitz-Birkenau fonctionnait à pleine capacité. Les chambres à gaz et les crématoires fonctionnaient jour et nuit. Dans ce contexte de meurtre industrialisé, Grese a perfectionné sa machine personnelle de terreur. Leur présence dans les campagnes était si redoutée que le bruit de leurs bottes sur le gravier suffisait à provoquer une panique collective. Lorsqu'elle est entrée dans la caserne, se souvient un survivant tchèque, le silence était total. Personne ne respirait. Nous savions que personne n'en sortirait vivant. Cette capacité à inspirer la terreur par leur simple présence est caractéristique de ceux qui ont pleinement intériorisé un système de domination. En janvier 1945, alors que l'armée rouge avançait vers l'ouest de la Pologne,
L'évacuation d'Auschwitz commença. Himmler avait ordonné qu'aucun prisonnier capable de témoigner ne tombe entre les mains des Soviétiques. Puis commencèrent les fameuses marches de la mort, où des milliers de prisonniers furent contraints de marcher des centaines de kilomètres en plein hiver. Gresset participait à l'organisation de ces marches, sélectionnant ceux qui partiraient et ceux qui, en raison d'une extrême faiblesse, seraient exécutés sur place. Le 18 janvier 1945, il quitte enfin Auschwitz. Sa destination initiale était Ravensbrück, où elle resta brièvement avant d'être transférée à Bergen-Belsen. Elle a laissé derrière elle un héritage de terreur, de sang et de perversion qui la rendrait inoubliable pour les survivants. Le dernier trône du mal, Irma Grese à Bergen-Belsen. Au début de l'année 1945, alors que les forces alliées avançaient inexorablement vers le cœur du Troisième Reich, Irma Grese, âgée de seulement 21 ans, rencontra sa destination finale au sein du camp de concentration nazi, Bergen-Belsen. Ce camp, situé en Basse-Saxe, en Allemagne, deviendra l'étape finale de sa carrière en tant qu'instrument de terreur d'État, et aussi le lieu où elle sera finalement capturée par les troupes britanniques. L'évacuation d'Auschwitz avait commencé le 18 janvier 1945 face à l'avancée inexorable de l'armée rouge. Sous les ordres stricts d'Heinrich Himmler, selon lesquels aucun prisonnier capable de témoigner ne devait tomber entre les mains des Soviétiques, les SS organisèrent les tristement célèbres Marches de la mort. Des milliers de détenus, affaiblis par des années de malnutrition et de travail forcé, ont été contraints de marcher des centaines de kilomètres au cœur de l'hiver, à des températures négatives, avec peu de nourriture et une surveillance implacable. Grese participa activement à ces évacuations, en escortant les prisonniers sur leur chemin vers Ravensbrück. Les témoins survivants ont décrit son comportement pendant ces marches comme impitoyable. Il battait ceux qui traînèrent derrière, ordonnait de fusiller ceux qui s'effondraient d'épuisement et maintenait le même niveau de cruauté qu'il avait développé à Auschwitz. Après un bref séjour à Ravensbrück, Irma est transférée à Bergen-Belsen en mars 1945. Ce terrain présente une réalité différente des précédents. Initialement établi comme camp de séjour pour les prisonniers possédant des documents étrangers qui pouvaient potentiellement être échangés contre des Allemands détenus à l'étranger, Belsen ne disposait pas de chambres à gaz ni d'installations spécifiquement conçues pour l'extermination de masse. Cependant, dans les derniers mois de la guerre, il est devenu la destination finale des évacuations des camps de l'Est, provoquant un effondrement complet de ses infrastructures. À son arrivée, Grese découvre une scène apocalyptique. Conçue pour accueillir quelques 10 000 détenus, Bergen-Belsen abritait alors plus de 60 000 personnes entassées dans des baraquements trop petits. Les rations alimentaires étaient pratiquement inexistantes. Le système de santé s'est complètement effondré. Les corps s'entassent par milliers, sans possibilité de les enterrer. Les épidémies de typhus, de dysenterie et de tuberculose se sont propagées sans contrôle dans un environnement où les prisonniers dormaient entassés parmi les vivants et les morts. Cette décomposition structurelle, loin d'adoucir l'attitude de Grese, semble au contraire intensifier son sadisme. Les témoins qui ont survécu à Bergen-Belsen ont raconté comment, même dans le chaos, il a conservé son apparence impeccable, son uniforme immaculé, ses bottes brillantes, créant un contraste grotesque avec la misère environnante. Malgré l'effondrement évident du Reich, Irma a continué à appliquer des châtiments brutaux jusqu'à la toute fin. Il forçait les femmes mourantes à rester debout pendant des heures. Il battait les prisonniers pour des infractions mineures, comme ramasser des épluchures de pommes de terre sur le sol. Il organisait des exercices punitifs où les détenus squelettiques devaient faire des squats ou des sauts jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'épuisement. Ces tortures n'avaient plus aucun but pratique. Ils étaient l'expression pure du sadisme institutionnalisé. Un récit particulièrement poignant nous vient d'un survivant hongrois qui a décrit comment, quelques jours avant la libération, Grese a ordonné à 2 sœurs de se séparer lors d'un processus de sélection. Alors qu'ils essayaient de rester ensemble, il leur frappait la tête l'une contre l'autre à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils perdent tous les 2 connaissance. Joseph Kramer, le commandant de Bergen-Belsen, surnommé « la bête de Belsen », avait été le supérieur de Grese à Auschwitz. Ensemble, ils ont établi un régime où la mort due à la famine, à la maladie et à la violence pure et simple
a atteint des proportions inimaginables. Au cours des dernières semaines de mars et du début d'avril 1945, la situation à Bergen-Belsen s'est détériorée à un point impossible à décrire avec des mots. Les morts se comptent par milliers chaque jour. Il n'y avait ni nourriture, ni eau potable, ni médicaments. Les baraquements étaient tellement surpeuplés que de nombreux prisonniers dormaient dehors, sur de la boue mélangée à des excréments humains. L'odeur de décomposition était perceptible à des kilomètres à la ronde. Contrairement à d'autres camps qui ont été évacués à l'arrivée des troupes alliées, Bergen-Belsen n'a pas pu être évacué. La plupart de ses détenus étaient trop faibles pour marcher. De plus, le typhus et d'autres maladies contagieuses rendaient impensable leur déplacement. De nombreux gardes ont fui, désertant pour sauver leur vie. Irma Grese, cependant, est restée. Alors que d'autres cherchaient à se cacher, à se changer en civil ou à fabriquer de fausses identités, elle est restée aux côtés de Kramer. Cette décision a été interprétée de diverses manières. Certains la considèrent comme un signe de son fanatisme idéologique jusqu'au bout. D'autres suggèrent que, compte tenu de sa jeunesse et de son sexe, elle pensait qu'elle bénéficierait d'un traitement clément de la part des Britanniques. Le 13 avril 1945, alors que les forces britanniques se trouvaient à quelques kilomètres seulement, un événement inattendu se produisit. Par l'intermédiaire d'intermédiaires, Joseph Kramer établit le contact avec le commandement britannique, proposant un accord de non-agression. Invoquant le danger de propagation d'épidémies si le camp était bombardé, il proposa de le rendre intact. Les Britanniques ont accepté. 2 jours plus tard, le 15 avril, des unités de la 11e division blindée britannique entrent à Bergen-Belsen. Ce qu'ils ont découvert a dépassé leur pire cauchemar. Plus de 13 000 corps non enterrés jonchent la campagne. 60 000 autres prisonniers, dans divers états d'émaciation, erraient comme des fantômes ou agonisaient. Le brigadier Glyn Hughes, un médecin militaire impliqué dans la libération, l'a décrit comme « l'endroit le plus horrible que j'ai jamais vu ». La BBC et d'autres médias internationaux ont méticuleusement documenté cette horreur. Les images de montagnes de cadavres squelettiques, de fosses communes et de survivants ressemblant à des cadavres ambulants ont choqué le monde. Bergen-Belsen est devenu un symbole de l'Holocauste et ses libérateurs sont devenus des témoins exceptionnels de la barbarie nazie. Irma Grese n'a pas tenté de s'échapper. Il était présent, en uniforme complet lorsque les Britanniques prirent le contrôle du camp. Les premières heures après la libération furent chaotiques. Les soldats, accablés par l'horreur dont ils étaient témoins, ont dû se concentrer sur des mesures médicales urgentes. Ils organisèrent des équipes médicales, distribuèrent de la nourriture avec une extrême prudence, car une alimentation soudaine pouvait tuer des prisonniers gravement mal nourris, et commencèrent la tâche titanesque d'enterrer des milliers de cadavres. Pour cette dernière tâche, les Britanniques ont utilisé du personnel nazi capturé. Les gardes SS, les officiers administratifs et les médecins étaient obligés de transporter les corps et de les déposer dans des fosses communes creusées à l'aide de bulldozers. Parmi eux se trouvait Irma Grese, qui pendant 2 jours a transporté des corps sous surveillance armée. Les photographies de ce moment, la jeune garde portant les corps des victimes qu'elle avait peut-être elle-même torturées, sont devenues des images emblématiques de la fin du Troisième Reich. Le 17 avril, 2 jours après sa libération, Grese a été officiellement arrêtée. Avec d'autres membres du personnel de Belsen, elle fut temporairement détenue dans une ancienne académie de formation de chars de la Wehrmacht, située à 3 km du camp. Lors du premier interrogatoire, il a maintenu une attitude de défi. Lorsqu'un officier britannique lui a demandé s'il ressentait des remords pour ce qui s'était passé, il a répondu par une phrase qui définissait sa position idéologique. « Il était de notre devoir d'exterminer les éléments antisociaux afin que l'avenir de l'Allemagne soit assuré. » Cette déclaration, plus que tout acte spécifique, a révélé la véritable nature du crime. Il ne s'agissait pas seulement d'une cruauté individuelle, mais d'une perversion éthique systématique, où le meurtre de masse était justifié comme un impératif moral. Irma Grese ne se considérait pas comme une criminelle. Elle se considérait comme une fonctionnaire efficace qui avait rempli son devoir envers l'État et la race. Les jours qui ont suivi son arrestation ont été marqués par un contraste brutal. Alors que les médecins militaires luttaient désespérément pour sauver des milliers de prisonniers, dont beaucoup moururent malgré leurs efforts, trop affaiblis pour récupérer, Grese et d'autres détenus attendaient leur sort.
Pour les victimes qui ont survécu assez longtemps pour voir leur bourreau en détention, ce moment représentait un renversement de l'ordre qui avait régi leur vie pendant des années. Bergen-Belsen fut le dernier chapitre de la carrière d'Irma Grese en tant qu'instrument de la terreur nazie. Leur comportement là-bas, demeurant fidèle à la brutalité institutionnalisée alors même que le régime s'effondrait autour d'eux, démontre comment le système concentrationnaire a non seulement détruit ses victimes directes, mais a également irrémédiablement déformé ses opérateurs. L'heure du jugement, le monde contre la hyène d'Auschwitz. À la mi-septembre 1945, 5 mois après la libération de Bergen-Belsen, l'un des premiers procès contre des criminels nazis a commencé dans la petite ville de Lunebourg. Officiellement connu comme le premier procès de Belsen, il s'est déroulé sous la juridiction militaire britannique dans la mairie locale, qui avait été temporairement transformée en tribunal. Parmi les 45 accusés, gardiens, officiers et médecins du système concentrationnaire, une figure a immédiatement retenu l'attention internationale, Irma Grese, la plus jeune et la plus célèbre des gardiennes, dont le visage angélique contrastait fortement avec les crimes dont elle était accusée. Le tribunal était présidé par le major général HPM Bernie Ficklin, accompagné d'un panel d'officiers britanniques. Procureur principal, le colonel T.M. Backhouse, avait préparé un dossier méticuleux basé sur des centaines de témoignages de survivants, des documents capturés et des preuves médico-légales recueillies après la libération. Les accusations portées contre Grese étaient extrêmement graves. Crimes de guerre, mauvais traitement systématique des prisonniers et implication directe dans la sélection des victimes pour les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Dès le premier jour, la présence d'Irma a généré une fascination morbide. À seulement 22 ans, vêtue d'un simple costume gris et les cheveux blonds soigneusement peignés, elle ressemblait plus à une secrétaire qu'à l'un des pires criminels de guerre du XXe siècle. Les journalistes présents ont immédiatement souligné cette contradiction visuelle. Un correspondant du Times de Londres a écrit « Il est difficile de croire que cette jeune fille à l'air innocent soit la même qui a infligé des tortures indicibles à des femmes sans défense. L'horreur se cache derrière le visage d'une poupée. » Le procès a suivi le modèle anglo-saxon. Présentation des charges, témoignages des témoins, contre-interrogatoire et plaidoirie finale. Grese s'est vu attribuer un avocat de la défense, le major L.S.W. Cranfield, un officier britannique qui a accepté la tâche avec professionnalisme mais sans enthousiasme. La stratégie défensive était limitée, nier les accusations les plus graves, minimiser son autorité réelle au sein du système et la présenter comme une jeune femme suivant simplement les ordres d'en haut. Lors de son discours d'ouverture, Irma a proposé une version édulcorée de sa biographie. Elle prétendait avoir essayé de devenir infirmière, mais avait été envoyée contre son gré à Ravensbrück par le service allemand de l'emploi. Il a nié avoir postulé volontairement pour travailler dans les champs ou avoir fait preuve d'enthousiasme idéologique. Il a décrit ses fonctions comme étant purement administratives et de supervision, sans lien direct avec la violence extrême qui lui est attribuée. Concernant l'utilisation du fouet, l'un des objets les plus mentionnés par les témoins, il a admis l'avoir porté sur lui mais en a minimisé l'usage. C'était un fouet très léger, et même si je frappais quelqu'un avec, cela ne ferait presque pas mal. Cette déclaration a provoqué des murmures d'incrédulité parmi les survivants présents dans la salle. Il a nié avec véhémence avoir participé à des sélections pour les chambres à gaz ou avoir ordonné des exécutions. Sa stratégie était claire. Reconnaître le minimum indéniable et rejeter le plus grave. Le véritable impact du procès est venu des témoignages des victimes. Pendant des semaines, des dizaines de survivants de différentes nationalités, polonais, hongrois, français, tchèques, néerlandais, sont montés sur scène pour raconter leurs expériences. Ces déclarations, souvent entrecoupées de larmes ou de moments de blocage émotionnel, construisent un portrait cohérent et dévastateur de l'accusé. Un témoin polonais, Ilona Stein, a raconté comment Grese a brutalement battu une prisonnière qui avait ramassé un morceau de navet par terre pour satisfaire sa faim. Il lui a donné des coups de pied répétés dans l'abdomen alors qu'elle était allongée sur le sol, en criant qu'elle était un porc juif volant de la nourriture allemande. Une autre survivante, Helen Copper, a décrit comment Irma utilisait ses chiens contre des prisonniers affaiblis. Elle ordonnait aux animaux d'attaquer tandis qu'elle regardait avec une expression de plaisir intense.
Elle ne détournait jamais le regard. Les témoignages relatifs à son comportement lors des sélections à Auschwitz sont particulièrement choquants. Plusieurs témoins ont convenu que Gracie non seulement accompagnait des médecins comme Mengele, mais qu'elle faisait également des sélections de sa propre initiative, envoyant des femmes dans les chambres à gaz sur un coup de tête ou par animosité personnelle. Le docteur Ada Bimko, un médecin juif polonais contraint de travailler à l'infirmerie d'Auschwitz, a offert l'un des récits les plus détaillés de l'implication de Gracie dans des expériences médicales. Elle a décrit comment le défendeur se rendait régulièrement à des interventions chirurgicales pratiquées sans anesthésie et montrait un intérêt particulier pour les procédures gynécologiques qui laissaient les victimes stériles. Son expression pendant ces séances, a déclaré Bimko, était celle d'une fascination absolue, comme quelqu'un qui regarde un spectacle agréable. Ces récits ont progressivement construit l'image de Gracie, non pas comme une simple exécutrice d'ordre, mais comme une criminelle enthousiaste qui outrepassait ses devoirs officiels pour infliger des souffrances gratuites. Les témoignages ont révélé une femme qui avait trouvé dans le pouvoir absolu sur d'autres êtres humains une source de gratification personnelle et qui avait développé son propre système de torture et d'humiliation. L'accusée est restée impassible tout au long de la procédure. Assise bien droite, les mains sur les genoux, elle écoutait les témoignages sans montrer aucune réaction visible. Aucun regret, aucune colère, aucun déni exalté. Cette froideur a autant impressionné les observateurs que les atrocités décrites. Un journaliste du Manchester Guardian l'a décrite comme une statue en uniforme, soit incapable de saisir l'ampleur de ses actes, soit, plus effrayant encore, pleinement consciente mais indifférente. Lors du contre-interrogatoire, Gracie a systématiquement nié toutes les allégations spécifiques. À chaque témoignage, il répondait par des variantes telles que « Je ne me souviens pas de cet incident » ou « Cela n'est jamais arrivé ». Lorsqu'on lui a montré des photos de cadavres empilés à Bergen-Belsen, elle a répondu qu'elle ne supervisait qu'une seule section du camp et qu'elle n'était pas responsable des conditions générales. Sa défense s'appuyait sur la fragmentation des responsabilités caractéristiques du système nazi où chaque auteur pouvait se réfugier dans la limitation formelle de ses fonctions. Le procureur Backhouse a critiqué cette stratégie lors de son contre-interrogatoire. « Insinuez-vous, mademoiselle Gracie, que tous ces individus de différents pays qui ne se connaissaient pas, qui ont prêté serment devant ce tribunal, ont inventé les mêmes détails sur votre conduite? Pensez-vous que ce soit une coïncidence s'ils vous décrivent, tous utilisant le même fouet, les mêmes chiens et infligeant les mêmes châtiments ?» Sa réponse était révélatrice de la mentalité développée dans le système concentrationnaire. Ces gens sont des ennemis du Reich. Ils mentent pour se venger. Cette phrase, plus que tout autre témoignage, montrait à quel point la déshumanisation des victimes restait intacte dans son esprit, des mois après la chute du régime nazi. Le contraste entre sa jeunesse et la monstruosité des actes décrits a généré un débat parallèle au processus judiciaire. Des psychiatres désignés par le tribunal l'ont examiné et n'ont trouvé aucun signe de maladie mentale. Irma Gracie n'était pas une psychopathe au sens clinique du terme. C'était le produit d'un système idéologique qui avait normalisé le génocide comme politique d'État. Ce diagnostic était plus inquiétant que l'idée d'un esprit individuel déséquilibré. Un moment crucial du procès s'est produit lorsque la défense a tenté de faire valoir que Gracie, en tant que jeune femme sans éducation supérieure, avait été manipulée par l'appareil de propagande nazi depuis son adolescence. Le procureur a répondu par une question directe. « Vous considérez-vous comme responsable de décès à Auschwitz ou à Bergen-Belsen ?» Après un long silence, Irma a répondu « Non, je faisais juste mon devoir. » Cette réponse résume ce qu'on appelle la banalité du mal, que Hannah Arendt décrira des années plus tard, la capacité des gens ordinaires à commettre des atrocités extraordinaires lorsque celles-ci sont présentées comme des fonctions bureaucratiques au sein d'un système moralement inversé. Gracie ne se considérait pas comme une criminelle, mais plutôt comme une fonctionnaire efficace dans un système qui avait redéfini la moralité depuis ses fondements. Au fur et à mesure que le procès avançait, la vie dans la salle d'audience prenait son propre rythme. Pendant les pauses, Irma discutait tranquillement avec d'autres accusés, lisait des magazines ou se coiffait. Cette normalité au milieu de récits d'horreur extrême était plus dérangeante pour les observateurs que toute réaction émotionnelle visible.
Le juge Bernie Ficklin a déclaré en privé qu'il n'avait jamais vu une accusée aussi jeune avec un tel contrôle sur ses émotions. Le 17 novembre 1945, après 54 jours de procédure, le tribunal rend son verdict. Sur les 45 accusés, 30 ont été reconnus coupables de crimes de guerre. 11 personnes ont été condamnées à mort, dont Irma Grese. Elle fut la seule jeune femme condamnée à mort par pendaison par les Britanniques au XXe siècle, avec Elisabeth Volkenrath et Johanna Bormann, également gardiennes de camps de concentration. Après avoir entendu la sentence, Grese n'a montré aucune réaction visible. Il n'y a eu aucune larme, aucune protestation, aucun évanouissement. Il incline simplement légèrement la tête en signe de compréhension. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, il a répondu clairement « Je n'ai rien à ajouter ». L'image de cette blonde de 22 ans condamnée à mort pour crime contre l'humanité est apparue dans les journaux du monde entier. Pour beaucoup, il représentait l'énigme morale du Troisième Reich. Comment une nation culturellement avancée avait transformé des jeunes gens ordinaires en instruments de génocide industriel. Son visage serein est devenu le symbole involontaire d'une génération déformée par le totalitarisme. Hamelin, le jour où la hyène fut pendue à la potence. Aux premières heures du 13 décembre 1945, la prison de Hamelin, en Basse-Saxe, en Allemagne, était en effervescence avec une activité inhabituelle. Sous occupation britannique depuis la fin de la guerre, cet ancien centre de redressement pour mineurs était devenu un centre de détention pour criminels de guerre nazis. Ce matin froid, les préparatifs d'une série d'exécutions étaient en cours. Parmi les condamnés à mort attendant leur sort final se trouvait Irma Grese, 22 ans, la plus jeune et la plus célèbre gardienne du système concentrationnaire. Depuis sa condamnation à mort le 17 novembre, Grese était détenue dans une cellule de prison isolée. Durant ces semaines d'attente, son comportement déconcerta les gardes britanniques. Il n'a montré aucun signe d'effondrement émotionnel ni demandé grâce, comme l'avaient fait d'autres condamnés. Au contraire, elle maintenait une routine méticuleuse. Elle se levait tôt, coiffait soigneusement ses cheveux et passait des heures à lire ou à contempler silencieusement les murs. La nuit, selon les rapports du personnel pénitentiaire, il chantait à voix basse des chants des jeunesses hitlériennes. Le bourreau désigné pour les exécutions était Albert Pierrepoint, bourreau officiel de la couronne britannique. Pierrepoint avait acquis la réputation d'un professionnel méticuleux qui cherchait à minimiser la souffrance grâce à une technique impeccable. Pour chaque condamné, il a calculé scientifiquement la longueur exacte de la corde et la distance de chute nécessaire pour provoquer une mort instantanée par fracture cervicale en fonction du poids, de la taille et du physique. Quelques jours plus tôt, Pierrepoint s'était rendu à Hamelin pour prendre ses mesures. Muni d'1 mètre ruban, il a constaté qu'Irma Grese mesurait 1,65 m et pesait environ 50 kg. Grâce à ces données, il a déterminé qu'une chute de 2,32 mètres serait nécessaire pour garantir une mort immédiate. Il a consigné ses calculs dans son journal de bord, ainsi que ceux de 10 autres condamnés qui seraient exécutés successivement ce jour-là. Les exécutions étaient organisées avec une précision militaire. Les femmes seraient pendues individuellement, tandis que les hommes seraient pendus par deux, sur une autre potence munie d'une double trappe. L'ordre a été établi par ordre alphabétique. Elisabeth Volkenrath fut la première femme conduite à la potence. Irma Grese serait la deuxième. À 9h23, après l'exécution de Volkenrath, les assistants de Pierrepoint se sont rendus à la cellule de Grese. L'officier responsable l'a appelée par son nom, Irma Grese. Selon le protocole, ses mains étaient attachées derrière son dos avec une lanière de cuir. Elle était autorisée à porter ses propres vêtements, une simple robe sombre, des bas et des chaussures plates. Elle ne portait aucun bijou ni insigne, à l'exception d'une petite broche en argent qui a été retirée. Le couloir menant du bloc cellulaire à la chambre d'exécution mesurait environ 15 mètres de long. Des témoins ont décrit Grese comme marchant d'un pas ferme, sans avoir besoin de soutien. Son visage, selon le rapport officiel, est resté composé et dépourvu d'expression visible. Il n'a pas regardé les gardes ni parlé pendant le voyage. En entrant dans la chambre d'exécution, une pièce rectangulaire aux murs blanchis à la chaux, éclairée par des lumières nues, Irma a brièvement observé son environnement. La potence consistait en une plateforme surélevée avec une trappe au centre,
au-dessus de laquelle pendait la corde préparée. Étaient présents comme témoins officiels le médecin de la prison, le gouverneur, l'aumônier militaire et plusieurs officiers britanniques. Le silence était absolu. Pierre Point, habillé formellement d'un costume sombre et d'une cravate, la conduisit jusqu'à la marque à la craie dessinée au-dessus de la trappe. Grace s'est positionnée sans résistance. Tandis que le bourreau plaçait la cagoule blanche sur sa tête, elle prononça son unique et dernier mot, « schnell », rapide. Cette expression finale a été interprétée de diverses manières. Certains considèrent cela comme une démonstration de courage stoïque, d'autres une dernière tentative pour contrôler leur destin. Cela pourrait également refléter un désir de mettre rapidement fin à un moment de vulnérabilité insupportable pour quelqu'un habitué à exercer un pouvoir absolu sur les autres. À 9h34 précise, Pierre Point tira le levier. La trappe s'ouvrit avec un grand bruit. Le corps d'Irma Grese est tombé sur la distance calculée. La mort, comme l'a certifié plus tard le médecin, a été instantanée en raison d'une fracture cervicale entre la deuxième et la troisième vertèbre. Le protocole britannique exigeait que le corps reste suspendu pendant 20 minutes avant d'être descendu. Pendant ce temps, le médecin a surveillé le pouls jusqu'à ce que le décès soit confirmé. À 9h54, le corps a été descendu et placé dans un simple cercueil en bois sans inscription. Le certificat de décès officiel mentionne Irma Ida Ilse Grese, décédée par pendaison légale le 13 décembre 1945 à 9h34. Cause du décès, lésion de la moelle épinière due à une fracture cervicale. Albert Pierre Point, qui a exécuté près de 500 personnes au cours de sa carrière, dont de nombreux criminels de guerre nazis, a laissé un témoignage écrit de ce moment. Dans ses mémoires, publiés des décennies plus tard, il consacre un bref paragraphe à Grese. Elle était jeune et d'une grande beauté. Elle monta sur l'échafaud sans aide et regarda les personnes présentes sans crainte apparente. Elle ne manifesta aucun remords. Elle mourut sur le coup. L'exécution d'Irma Grese n'était pas un événement isolé. Cela faisait partie d'un processus plus large de justice transitionnelle après la chute du Troisième Reich. Le même jour, 10 autres condamnés du procès de Belsen furent exécutés, dont Joseph Kramer, commandant du camp, et Elisabeth Folkenrath, surveillante en chef. Ces exécutions représentaient l'application pratique du principe établi à Nuremberg. Les crimes contre l'humanité doivent être punis, qu'ils aient été commis ou non sur ordre d'un supérieur. Pour les survivants du camp, des nouvelles comme l'exécution de Grese ont offert un certain sentiment de clôture, même si beaucoup ont exprimé qu'aucune punition ne pouvait vraiment compenser ce qu'ils avaient vécu. Magda Hellinger, une survivante hongroise d'Auschwitz, a déclaré « Sa mort ne ramène pas ceux qu'il a assassinés, mais au moins elle montre que même les plus beaux monstres finissent par faire face à des conséquences. » Les exécutions ont été largement couvertes par la presse internationale. Le Times de Londres a publié « Justice à Hamelin, les bourreaux de Belsen exécutés ». Le New York Times titrait « La Belle et la Bête tombent, Irma Grese pendue par des Britanniques ». Cette nouvelle a suscité des réactions mitigées. Pour beaucoup, elle représentait une justice nécessaire. Pour d'autres, il soulevait des questions gênantes sur la peine capitale, même lorsqu'elle était appliquée à des criminels de guerre. Ce qui a rendu l'exécution de Grese particulièrement choquante, c'est sa jeunesse. À 22 ans, elle était la plus jeune femme exécutée sous la juridiction britannique au XXe siècle. Son apparence angélique contrastait radicalement avec les actes monstrueux qu'il avait commis. Cette contradiction a alimenté des questions troublantes. Comment une jeune femme apparemment normale a-t-elle pu aller jusqu'à de tels extrêmes de cruauté? Qu'est-ce que cela a révélé sur la nature humaine et sur le pouvoir de l'endoctrinement totalitaire? Après l'exécution, conformément aux procédures britanniques standards, le corps d'Irma Grese n'a pas été remis à ses proches ni emmené dans un cimetière public. Avec les autres hommes exécutés, il a été enterré dans une tombe anonyme dans la cour arrière de la prison de Hamelin. Cette pratique visait à empêcher que les tombes ne deviennent des lieux de pèlerinage pour les sympathisants nazis. Seul un numéro permettait d'identifier chaque corps, sans pierre tombale ni cérémonie. Le cercueil de Grese a été placé dans une tranchée creusée pour l'occasion, à quelques mètres de la potence où il était tombé. La terre était compactée, sans aucune marque ni référence visible. L'aumônier militaire a prononcé une brève prière, non pas par respect pour le défunt,
mais comme une affirmation des principes humanitaires que le processus judiciaire cherchait à restaurer. Les effets personnels d'Irma, peu nombreux et de faible valeur, ont été inventoriés et stockés. Parmi eux se trouvait un petit journal dans lequel il avait écrit quelques réflexions pendant son séjour en prison. Bien que le contenu complet n'ait jamais été révélé publiquement, les responsables qui l'ont examiné ont déclaré qu'il contenait principalement des réflexions sur son enfance et quelques références à sa croyance persistante dans l'idéologie nazie. Il n'y a eu aucune mention de regret. Avec son exécution, Irma Grese est devenue le symbole de plusieurs phénomènes simultanés. La capacité du totalitarisme à corrompre les jeunes gens ordinaires, la banalité du mal personnifié par les auteurs directs, le rôle des femmes dans les systèmes répressifs et la difficulté d'appliquer la justice conventionnelle à des crimes sans précédent. Sa mort n'a pas répondu à ces questions, mais elle les a clairement posées aux générations futures. Le 13 décembre 1945, à 9h34, la vie d'Irma Grese prend fin. Son héritage d'horreur survivra cependant dans les témoignages de ceux qui souffrirent sous son commandement. Le tombeau maudit, la tombe qui ne se repose jamais. Pendant près d'une décennie, le corps d'Irma Grese est resté oublié dans la cour arrière de la prison de Hamlin, aux côtés des restes d'autres criminels de guerre exécutés par les Britanniques. Pas de pierre tombale, pas de fleurs, pas de service commémoratif. Le silence qui entourait sa tombe semblait être une tentative symbolique d'effacer son existence, comme si la terre pouvait absorber non seulement ses restes physiques, mais aussi le souvenir de ses crimes. Mais en 1954, des circonstances politiques et administratives viennent perturber cet oubli volontaire. Cette année-là, dans le cadre du processus de normalisation des relations avec la nouvelle République fédérale d'Allemagne, les autorités britanniques décident de restituer le contrôle de la prison de Hamelin à l'administration allemande. Ce transfert a soulevé une question pratique. Que faire des tombes anonymes dans la cour? Les autorités ont accepté d'exhumer les restes des 91 hommes exécutés, dont Grese, et de les transférer au cimetière municipal de Hamelin, plus précisément dans une section appelée Hamwell. Le processus d'exhumation, mené discrètement pour éviter toute publicité, a été méticuleusement documenté. Les experts médico-légaux ont identifié chaque corps à l'aide de dossiers dentaires et de caractéristiques physiques préservées. Les restes d'Irma ont été retirés, placés dans un nouveau cercueil et préparés pour être déplacés. Ses mains qui avaient battu, torturé et sélectionné des victimes pour la mort n'étaient plus que de simples os fragiles, manipulés avec des gants en latex par des fonctionnaires silencieux. Le transfert au cimetière, Hamwell, a suscité la polémique. Des groupes de survivants de l'Holocauste ont protesté contre ce qu'ils considéraient comme un enterrement digne pour les criminels de guerre. La communauté juive allemande, en pleine reconstruction, s'est dite préoccupée par le fait que ces tombes pourraient devenir des lieux de pèlerinage pour les sympathisants néo-nazis. D'autre part, certains proches des personnes exécutées ont exigé le droit de marquer les tombes avec des noms. La solution était un compromis maladroit. Les corps seraient enterrés dans des parcelles individuelles, mais sans nom visible. Seules de petites croix en bois, payées par des proches qui en faisaient expressément la demande, marquaient certaines tombes. Grese a reçu une de ces croix, payée par une sœur qui a toujours gardé un profil bas et n'a jamais parlé publiquement d'elle. Ce que les autorités ne pouvaient pas contrôler, c'était la connaissance officieuse de l'emplacement exact de chaque tombe. Grâce à des rumeurs, des informations divulguées et des cartes conservées par d'anciens employés du cimetière, des groupes néo-nazis ont identifié la parcelle où se trouvait Irma. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, des fleurs, des petits drapeaux avec des symboles interdits et des notes manuscrites ont commencé à apparaître périodiquement. Pour certains milieux extrémistes, la Belle et la Bête était devenue un martyr, une victime du châtiment imposé par les vainqueurs. Ce phénomène inquiétant illustre un schéma récurrent dans les sociétés post-conflit, la transformation des auteurs de crimes en symboles politiques, à travers des publications marginales, des pamphlets clandestins et, plus tard, des forums Internet, l'image de Grese a été déformée. Ses crimes ont été minimisés, les circonstances atténuantes ont été exagérées, des récits ont été inventés dans lesquels elle apparaissait comme une jeune patriote sacrifiée. En réponse à l'émergence de ce culte, les autorités allemandes ont adopté des mesures plus strictes.
En 1985, toutes les croix en bois ont été retirées du secteur Hamville. La zone a été nivelée et recouverte d'herbe uniforme, éliminant toute référence visible. Les registres officiels indiquant l'emplacement exact de chaque tombe ont été classés. L'intention était claire, créer un oubli administratif qui entraverait la vénération néofasciste. Cette décision a cependant suscité un débat parmi les historiens et les spécialistes de la mémoire historique. Certains ont soutenu que l'effacement délibéré de ces tombes représentait une forme d'évasion collective, une tentative d'éliminer non seulement les symboles, mais aussi la réflexion nécessaire sur la façon dont des citoyens ordinaires étaient devenus des auteurs de crimes. D'autres ont défendu la mesure comme étant nécessaire pour empêcher la glorification des criminels. Le paradoxe qui en résulte est fascinant. Alors que les restes physiques de Grèce ont été délibérément occultés, sa figure a gagné en présence dans la culture populaire et universitaire. Des documentaires, des livres, des articles spécialisés et des œuvres de fiction ont exploré son cas sous de multiples angles. Pour beaucoup, elle incarnait des questions dérangeantes sur la nature humaine. Comment une jeune femme apparemment normale s'est-elle transformée en une tortionnaire sadique? Était-ce le résultat de circonstances exceptionnelles ou une révélation de potentiels obscurs présents en chacun? La figure d'Irma Grese a été analysée sous différentes perspectives théoriques. Les approches psychologiques explorent comment son enfance traumatisante, suicide maternel, relations conflictuelles avec un père autoritaire, a pu créer des vulnérabilités que l'endoctrinement nazi a exploitées. Les analyses féministes examinent comment le régime a offert aux femmes comme elle un type particulier d'autonomisation perverse, fondée sur la domination d'autres êtres humains. Les études sur le totalitarisme le présentent comme un cas paradigmatique de la manière dont les systèmes idéologiques peuvent complètement reconfigurer la boussole morale des individus. La philosophe Hannah Arendt a fourni des outils conceptuels pour comprendre des cas comme le sien à travers son analyse d'Adolf Eichmann. Le concept de banalité du mal, l'idée que des atrocités extrêmes peuvent être commises par des gens ordinaires suivant les ordres des systèmes bureaucratiques, éclaire certains aspects du comportement de Grèce. Comme Eichmann, elle ne présentait aucun signe de sadisme pathologique antérieur ni de troubles évidents. Leur mal est né et s'est développé au sein de l'écosystème concentrationnaire. Le psychologue Philippe Zimbardo, connu pour l'expérience de la prison de Stanford, utiliserait des cas comme celui de Grèce pour développer sa théorie de l'effet Lucifer. Comment les situations de pouvoir absolu transforment le comportement humain. Selon cette perspective, ce ne sont pas des traits individuels exceptionnels, mais les circonstances structurelles du système nazi qui ont transformé une jeune femme ordinaire en tortionnaire. En 1995, 50 ans après leur exécution, une proposition controversée a émergé. Déplacer les restes des criminels de guerre nazis vers un lieu non identifié, peut-être la mer. Les partisans de cette mesure ont fait valoir qu'elle éliminerait définitivement le problème des tombes de pèlerinage. Les opposants pensaient qu'il s'agirait d'une forme de révisionnisme historique, d'une tentative d'effacer non seulement les corps, mais aussi les preuves matérielles des procès qui avaient établi leur culpabilité. Finalement, la proposition a été rejetée, mais le débat a révélé que, des décennies plus tard, la question restait ouverte.